Ariel Simoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialiste des traumatismes. Vous nous avez rejoint en plateau. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je voudrais, comme à l'accoutumée, qu'on fasse un peu notre introspection ici autour de cette table, avec notre rôle à nous, médias, et ce qu'on renvoie forcément, puisqu'on est invité tous les soirs, tous les après-midi, tous les matins, à l'intérieur des foyers israéliens, mais également à l'étranger, en France, etc. et ailleurs. Oui. Quand on diffuse de 4 heures de l'après-midi à minuit, de 6 heures du matin à 16 heures, et qu'on parle de ces otages, de ces listes, qui va être sur cette liste, des binationaux ou pas, etc., qu'on est attendri par les histoires comme celle que Myriam vient de nous raconter, cette histoire de Roni qui a erré pendant plusieurs jours à l'intérieur de la bande de Gaza avant d'être rendu comme une espèce d'hommage à Vladimir Poutine par le Hamas. Est-ce qu'on n'est pas en train de se ramollir ? Alors, se ramollir, vous voulez dire sur le plan psychologique ? Je pense qu'effectivement, au vu de la situation, on se retrouve fragilisé par toutes ces images. Déjà, en fait, il faut savoir qu'il y a une partie qui sont spectateurs et qui se retrouvent dans un sentiment d'impuissance par rapport à la situation, et que pour eux, leur façon de participer, si on peut dire, à ces dommages, c'est de regarder ce qui se passe. Et du coup, ils en subissent les contre-coups des impacts des situations et des vécus, et avec l'empathie qu'on peut avoir déjà en tant qu'être humain, et encore plus en tant que juif. Donc, on va être des plus sensibilisés, des plus impactés, et pris finalement dans une situation de front par rapport à cette violence, sans vraiment pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, Alors, en tant que société, justement, comment, si on essaye de mettre de côté cette espèce de dissonance, cette espèce d'ambivalence qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, quand on dit oui mais il faut faire la guerre, oui mais d'un autre côté il faut libérer les otages, bah oui mais il faut nettoyer la bande de Gaza du Hamas. Si on essaye de faire fi de tout ça, comment est-ce que, en tant que société, on arrive à faire front commun sur la durée? Ça fait déjà 52 jours que cette guerre dure, mais elle va encore durer bien longtemps si l'on en croit tous les experts qui ont défilé autour de cette table, notamment. Comment on arrive à faire face en ayant la force qui est requise de toute société dans ce genre de circonstances, mais en parlant, tout à l'heure Myriam avait une belle expression en disant les otages, ils veulent que ce soit notre faiblesse, mais en réalité c'est notre force et notre humanité. Comment est-ce qu'on survit, comment est-ce qu'on grandit avec ces forces-faiblesses? Alors, déjà, on va dire qu'il y a cette parole-là qui passe partout en Israël, Yachad Enatzeach. Donc c'est vraiment le principe de se dire qu'ensemble on sera plus fort, parce que quand on est dans ce genre de situation, déjà on va se sentir impuissant avec de l'isolement, et finalement avec cette incapacité. Donc il y a déjà le fait de se soutenir, de se rassembler. Se serrer les coudes. Voilà, se serrer les coudes. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des vrais rassemblements, il y a des vrais phénomènes d'union qui font la force et qui permettent aujourd'hui d'avancer. On a créé par exemple un groupe de soutien, enfin il y a plusieurs actions bénévoles qui sont mises en place pour les Chayalim, mais aussi pour les civils, pour les mamans de soldats. On a créé un groupe de soutien psy et médical dans lequel plusieurs intervenants se sont greffés des plus naturellement pour pouvoir aider à ces difficultés de guerre. Et voilà, c'est le principe déjà d'être ensemble et pouvoir répondre à certaines questions. Et donc on accompagne aussi les gens, dans ce groupe notamment, à comprendre, à anticiper certaines situations et à voir comment est-ce qu'on doit se questionner, parce qu'il y a une façon de se poser la question par rapport à certains événements, et comment y répondre, quelle réponse est-ce qu'on peut apporter qui puisse nous permettre d'accepter ce mot. Vous voyez, par exemple, ce mot, il est difficile de dire d'accepter, mais on va dire de vivre le moins difficilement possible cette situation, parce qu'elle est traumatisante elle est traumatisante pour les 9 millions d'Israéliens qui vivent ici, et au-delà, et pas seulement, bien sûr, hors des frontières du pays, et pas seulement pour ceux qui ont peut-être vécu ce 7 octobre-là une situation de danger imminent.
Quand on parle d'accord avec le Hamas, on n'arrête pas de pactiser avec le diable depuis 52 jours. Le Hamas, le Qatar, ces pays qui eux-mêmes mettent de l'huile sur le feu, on doit aujourd'hui pactiser avec eux. Est-ce que ça a une dimension psychologique, ça aussi ? C'est-à-dire une dimension psychologique, d'être dans cette... Savoir qu'on doit négocier avec celui qui nous veut du mal. C'est un ressort sur lequel cette organisation terroriste joue. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a en fait vraiment ce sentiment d'insécurité, en tout cas d'incertitude, qui est ravivé en permanence parce qu'on a justement ces otages qui sont encore là et qui nous font considérer que la situation n'est pas finie. C'est pas une guerre classique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des otages aujourd'hui amène à finalement considérer que ça n'est pas seulement la guerre pour les soldats et la défense israélienne, mais c'est aussi de tout un peuple. Au moment où on parle, le Hamas vient d'attester et de confirmer que la trêve continuerait donc pour 2 jours supplémentaires. Il y a eu confirmation du Qatar il y a une dizaine de minutes. Et bien maintenant, le Hamas confirme lui-même la trêve. L'extension de la trêve sera donc 2 jours à l'intérieur de la bande de Gaza. Je voudrais qu'on parle un instant, Ariel Simoni, de ces enfants. 9 autres seront, on l'espère, libérés dans les minutes à venir. C'est quoi la priorité quand ils sont reçus, ces enfants, à l'intérieur des frontières israéliennes, dans les hôpitaux israéliens, en dehors de leur vérification physique, en dehors de ces examens qu'on leur fait passer, c'est quoi la priorité, la première chose qu'il faut leur donner, leur faire ressentir, leur montrer ? Ils ont vécu une situation d'insécurité profonde. Donc, le premier élément, c'est de trouver les moyens de les sécuriser et leur donner le sentiment de sécurité. Parce qu'au final, ils se sont retrouvés dans une situation des plus exposées, des plus menaçantes. Suivant le cas, certains qui ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et donc vivre un profond sentiment d'insécurité et avoir le sentiment qu'ils sont seuls, ou en tout cas qu'ils sont cassés par cette situation. Donc on a besoin déjà de les observer, de les écouter, de les comprendre, parce qu'il faut savoir que les enfants ne vivent pas les situations de la même façon que les adultes. Ils vont percevoir à leur façon. Ils ont des mécanismes d'adaptation qui sont plus importants généralement que les adultes, donc ils peuvent être amenés aussi à banaliser, à normaliser ou à facilement transformer certains événements. Donc elle est là aussi la difficulté, et par rapport aux adultes qui regardent, c'est d'être sensibilisés en fait par cette situation du point de vue de l'adulte, et quand même de se rendre compte que les enfants ont des mécanismes qui leur permettent de voir la situation. En même temps, ils sont fragiles, mais en même temps, ils peuvent trouver les ressources. Et nous, on a besoin de les aider à trouver ces ressources-là pour pouvoir dépasser ça. Donc, bien sûr, les accompagner avec cette idée de sécurité, de présence, de leur montrer qu'on est disponible pour eux. Et puis il y a le principe aussi d'encouragement, c'est-à-dire que finalement on doit pouvoir les valoriser, on doit même les féliciter, on doit leur amener le sentiment qu'ils ont réussi une épreuve et pas les considérer seulement en tant que victimes. Vous voyez, ça c'est important, cette dimension-là, passer du stade de victime à celui de mini-héros d'une certaine façon. Myriam, ça résonne en vous Ouais, c'est une très belle phrase. Moi, je me pose beaucoup la question de... on parle beaucoup de ces enfants-là, et parfois j'ai l'impression que les autres enfants sont un tout petit peu mis sur la touche, c'est-à-dire que on s'est posé des questions extraordinaires en Israël sur, vous savez, aller jusqu'à faire en sorte que l'hélicoptère soit silencieux avant pour pas les effrayer, etc., mettre du personnel féminin uniquement, etc. Des très belles marques d'attention, et je pense que maintenant, peut-être, c'est aussi la marque du traumatisme de s'occuper que des victimes, mais on a une population d'enfants qui sont confrontés
depuis 50 jours à des informations absolument hors du commun, traumatisantes, etc., à des adultes confus, tristes. Et puis aussi, peut-être qu'on ne se rend pas compte, nous, en tant qu'adultes, moi, je vois tout le temps cette scène-là, un enfant, il rentre au supermarché pour acheter quelque chose, et puis il entend les nouvelles partout, assassinat ceci, assassinat cela, et puis parfois même sur les plateaux télé. Et c'est vrai qu'il y a cet aller-retour. Moi, en tant que parent, je me pose beaucoup la question d'un côté, il faut normaliser la situation, il ne faut pas cacher. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir présenter ça comme pas une catastrophe et un sentiment qu'on a encore de la ressource et qu'on est en sécurité encore. On a l'impression de devoir faire le grand écart à chaque question des enfants, à chaque sentiment des enfants, et qui soit, comme vous le précisiez, qui soient des enfants qui ont vécu directement, bien évidemment, l'horreur, mais des enfants même plus éloignés. C'est compliqué de trouver ce jeu d'équilibriste. Absolument, parce qu'en fait, les enfants, ils ont leur façon de voir les choses qui n'est pas commune, à tous, qui n'est pas aussi normée que les adultes. Donc à ce moment-là, on a besoin aussi de s'adapter à eux et de trouver le langage qui va permettre d'une part de les comprendre et d'autre part de pouvoir les faire évoluer par rapport à leurs ressentis, leurs perceptions, leurs discours, et faire en sorte à ce qu'ils arrivent à vivre, à pouvoir revivre normalement. Et à redevenir maître aussi de leur propre vie. J'entendais beaucoup de tous les protocoles qui ont été diffusés aux soldats qui accueillent ces enfants. On doit d'abord demander, est-ce que tu veux que je te tienne la main? Est-ce que tu veux que je te prenne dans les bras? C'est une façon de dire à l'enfant, tu es maître de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Absolument, c'est-à-dire que l'idée aussi c'est de les rendre acteurs, et c'est d'ailleurs ce que prescrit le MAAC, le dispositif de secours psychologique, qui est aussi l'équivalent de la méthode 6C que vous avez pu aussi diffuser ici, et qui est en fait de ramener l'enfant ou l'adulte d'un état émotionnel à un état actif, un état comportemental, un état dans lequel il va se mettre acteur de sa vie, de la situation, et faire en sorte à ce qu'il puisse utiliser les ressources pour agir, pour réagir, pour s'adapter, peut-être innover, trouver des moyens de pouvoir vivre avec cette réalité, mais de la façon la moins pénible qui soit, parce qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur et il y a ce qui se voit à l'extérieur. Peut-être les médias, Nathalie, qui ont besoin d'être déchoqués maintenant. C'est-à-dire qu'on parlait de ça, du traitement médiatique et du fait que les médias israéliens ont un petit peu perdu les pédales. Il y a aussi, j'ai l'impression que en vous écoutant parler, il y a cette dichotomie, c'est-à-dire que l'armée met en place des protocoles, etc., pour se donner l'impression qu'on est maître de la situation, alors qu'on ne l'est pas du tout, puisqu'on est dans l'attente passive. Et effectivement, il y a ce besoin des Israéliens de récupérer la situation. Et peut-être que les adultes, et certainement les gens qui ont été le plus, comme les journalistes, mais pas que, en phase avec ces familles, etc., qui ont besoin de retrouver un sentiment de sécurité émotionnelle. Il y a Mickaël qui voulait réagir à ce que vous disiez, Mickaël. Oui, parce que par rapport à ce récit médiatique et je dirais avec la distance, moi je vais vous dire un petit peu ce que ça m'inspire. Tout d'abord, Israël est le pays où les intérêts essentiels sont tellement télescopés et tellement en vie quotidienne que montrer l'horreur et le malheur et montrer le bonheur, comme on vient de le voir dans l'espace de quelques jours, entre les films sur les massacres du 7 octobre et les images de réception des enfants, et c'est, je dirais, intrinsèquement la société israélienne. C'est intrinsèquement la démocratie israélienne qui montre sa vitalité. Et à quoi on assiste en fait? J'entends cette propension assez récurrente, notamment chez mes chers amis sur le plateau, de l'autoflagellation vis-à-vis notre pratique journalistique. Mais en réalité, que se passe-t-il avec ces images d'enfants qui reviennent, d'otages qui reviennent? Eh bien, c'est vous deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce qui est en train de se faire là, c'est l'après qui est en train de se tisser. C'est, je dirais, la puissance de la reconstruction de cette cohésion, de cette société israélienne qui est en train de se faire à travers ces enfants avec lesquels les Israéliens communient. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire quelques siècles maintenant, les Israéliens se battaient
sur la place de Tel Aviv parce qu'il y avait des différences d'approche sur la prière, sur la démocratie, sur le gouvernement. Aujourd'hui, tout le monde se reparle. Cette société s'est reconnectée. Et cette reconnexion, cette solidarité à laquelle on assiste avec cette puissante émotionnalité, d'abord, le monde entier la regarde et bien évidemment n'y est pas insensible. Et deuxièmement, je pense que c'est ce qui sera le périmètre d'une offre sociétale nouvelle lorsqu'il sera temps d'envisager une offre sociétale nouvelle. Parce que ça marquera et ça reconnecte cette société israélienne autour de ce principe de solidarité que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ensemble, la société sera toujours plus forte. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut prendre ces images qui sont données à ceux qui effectivement sont passifs parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans l'attente, ils partagent l'inquiétude, ils partagent l'angoisse. Et je crois que c'est plutôt, je dirais, une belle œuvre démocratique. Ces enfants ont été tellement traumatisés, franchement, que ce ne sont pas les quelques minutes qui vont passer devant les caméras qui vont altérer ce qu'ils ont vécu, parce qu'on sait, et les cliniciens le savent bien mieux que moi, on sait à quel point ils sont touchés, à quel point ils sont profondément traumatisés. Ce retour dans la lumière, c'est aussi le retour dans la vie et dans la vie de cette société. Réaction de Myriam, alors que la Croix-Rouge s'organise toujours pour recevoir les otages. Myriam. Bon, déjà, j'apprécie le point de vue de Michael et il a raison. Il me pardonnera d'être particulièrement pessimiste ce soir. Je suis d'accord avec cette idée qu'on communie autour de ces familles, mais je tiens quand même à souligner qu'à l'intérieur d'Israël, on commence à entendre des voix qui politisent ce qu'on voit également. C'est un peu extraordinaire à dire, mais la nature des attaques contre les kibbutzim font que la grande majorité, et de la fête Areim aussi, font que la grande majorité, sociologiquement parlant, des otages sont des populations, des communautés traditionnellement de gauche. Et on voit des éléments dans les rassemblements pour les otages, dans les discours qui sont tenus sur les plateaux, où ce sont pour beaucoup, ou pour certains en tout cas, des gens qui étaient actifs dans les manifestations en Israël et qui commencent à dire des choses du style on espère que ce qu'on n'aura pas vécu, ce qu'on a vécu, c'est pas pour rien, et que ces morts-là et cette horreur-là, c'est pas pour rien, et c'est pour reconstruire un Israël. Et on commence à entendre une musique, reconstruire un Israël selon nos valeurs à nous, selon nos principes à nous. Et d'un côté, c'est très important de dire tout Israël est avec eux, y compris les villes traditionnellement de droite dans le sud qui accueillent les otages et qui manifestent et qui applaudissent quand les camions passent, et c'est formidable. Mais d'un autre côté, je commence à entendre une certaine musique qui, moi, me fait peur justement parce que l'idée de communion... Ariel Simoni, si on se dispute, ça veut dire qu'on va mieux ? Disons que ça permet, on va dire, de poser les choses, mais ça fait pas pour autant les résoudre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des clivages qui se sont faits au fur et à mesure de la construction de l'État d'Israël et puis au-delà de toutes nos sociétés, mais que dans Israël on se retrouve aussi dans des clivages et que ces clivages-là ont pu, si on peut dire, amener un positionnement social, familial différent, c'est-à-dire que suivant la posture qu'on va avoir par rapport à justement le regard sur les Palestiniens, on va se sentir proche ou éloigné, et qu'aujourd'hui il y a une grande remise en question par rapport à ces relations-là, à cette identité qui s'est fracturée et qui, on pourrait le considérer, viendrait se ressouder à la suite de tout ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Mais comme dit Myriam, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a des valeurs que chacun a et qui peuvent a priori être difficiles à marier. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On divorce ou on fait une garde partagée. Voilà, thérapie de couple. Il faudra trouver un juste milieu peut-être et une façon de se sortir de ces questionnements
ensemble justement, puisque c'est ce qui fait notre force, semble-t-il. Des nouvelles de ce qui est en train de se passer dans le sud du pays, à la frontière avec la bande de Gaza. La Croix-Rouge manifestement est toujours en train de s'organiser pour recueillir des otages dont on ne sait pas d'où ils viennent depuis l'intérieur de la bande de Gaza. 11 otages toujours qui devraient être libérés dans les minutes, dans les heures à venir. 9 d'entre eux sont des enfants, 2 sont des mamans de ces mêmes enfants, puisque c'était une exigence de la part d'Israël que les enfants ne soient pas libérés sans leur maman. Ça, on pourrait beaucoup en parler avec cette maman juive qui continue, même dans la guerre, même dans le sort des otages, à faire parler d'elle. Merci beaucoup, Ariel Simoni, d'avoir été avec nous. Myriam Cherner également. Et puis vous, depuis Paris, Michael Darmon, merci d'avoir suivi ensemble pendant 1 heure cette libération proche, cette libération à venir de 11 nouveaux otages. On marque une courte pause, on revient juste après, on continuera à analyser la situation. À tout de suite.